Le fleuve Niger se meurt et l'orpaillage par dragage est mis en cause par la majorité des personnes. Tantôt bleu, tantôt vert, le fleuve Niger et le cours d'eau sur le territoire malien s'échangent de ces différentes nuances de couleurs. Les spécialistes pointent du doigt les substances chimiques et organiques du moment. À suivre le grand format dans ce journal. C'est parti pour la 8e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'Esprit. Elle est célébrée sous le thème les défis et perspectives du marketing territorial, tant sur le plan développement. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La situation de nos cours d'eau est inquiétante et celle du Niger en particulier. Le fleuve Niger change de couleur. Selon les spécialistes que nous avons rapprochés, cette situation est due aux substances chimiques et organiques du moment. Le grand format du jour est une réalisation de Awadama Koulibaly et Alou Bekone. Lorsque le grand bateau Tombouctou levait encore son ancre sur le fleuve Niger pour relier le nord, le centre et le sud du Mali, on pouvait s'y abreuver sans une once d'inquiétude. Aujourd'hui, impossible d'y songer. Ça, c'est l'orpaillage. C'est dû à l'activité d'orpaillage. C'est surtout l'orpaillage, donc à travers les dracs. Du gris clair, les eaux du fleuve ont viré à l'ocre, prenant ainsi les couleurs des substances nuisibles qui y sont déversées jour après jour. Il y a les déchets solides, il y a les déchets liquides. Ça, c'est une forme de pollution des eaux. Et ensuite encore, on peut les classer par composition, ça veut dire les polluants organiques, les polluants chimiques. Si on veut les classer aussi par structure, il y a la pollution industrielle et il y a la pollution démographique. La dégradation de la qualité de l'eau du fleuve et des cours d'eau est due en grande partie aux activités humaines. Il y a un phénomène majeur qui est l'ensablement. Indépendamment de cela, il y a d'autres activités, notamment les pollutions industrielles. Nous voyons qu'il y a les produits de teinturerie qui sont déversés souvent dans le cours d'eau. Nous avons les activités agricoles, les pesticides, les engrais et autres qui après sont drainés vers le cours d'eau sans pré-traitement. Il y a les eaux jugées aussi des familles. En d'autres endroits aussi, les gens font l'extraction du sable. Ces 10 dernières années, la situation s'est empirée, atteignant un seuil très critique. Toutes les ressources sont touchées, des eaux souterraines à celles de surface. Nous avons constaté, si nous commençons par les eaux souterraines, vraiment les eaux de pluie sont de mauvaise qualité dans le centre de Bamako. Vous voyez, ça c'est un constat. Mais bon, dans les périphéries encore, ça va mieux. En ce qui concerne les eaux de surface, les zones à risque sont les zones d'activité d'orpaillage. Vous trouverez que les sites qui sont plus proches des zones d'orpaillage, quand nous faisons des prélèvements à ce niveau, vous trouverez que la turbidité et les matières en suspension sont très élevées. Long de 4200 km, dont 1700 au Mali, le fleuve Niger est pourtant le principal cours d'eau nourricier du pays. Nous, c'est en tout cas un facteur de développement. Ça permet à des millions de Maliens de faire des activités et de survivre. Les débits que nous prélevons, au jour d'aujourd'hui, si on regarde que la production d'eau potable de Kabala qui est actuellement, nous produisons dans les 270 millions de litres par jour, uniquement pour Kabala. Djikroni, par là où nous sommes actuellement, là, donc la production journalière va jusqu'à 130 millions de litres par jour. Et sans compter les autres stations compactes. Vous avez Koulikoro également qui produit, où nous avons des prélèvements. Ségou, on est là-bas, Markala, et donc arrivé jusqu'à Mopti, où nous sommes également sur le Bani. Au total, la Somagep produit plus de 570 millions de litres d'eau par jour pour environ 22 millions d'habitants. Il faut tout un processus d'assainissement pour mettre cette denrée précieuse à la disposition de la population. Nous avons des points de captage sur le fleuve, le fleuve Niger comme le fleuve Sénégal. Et donc nous prélevons de l'eau
et l'eau est acheminée donc, dans le système de traitement pour donc, être débarrassé de tout ce qui est impureté. On est obligé effectivement pour rendre l'eau potable donc, d'utiliser beaucoup de produits chimiques. Nous avons nos points de prélèvement et nous avons actuellement à peu près 49 à 50 points dans la ville de Bamako et Kati. Nous sortons 3 fois par semaine pour aller voir la qualité de l'eau qui est distribuée par la SOMAGEP. Face aux agressions de plus en plus poussées de la ressource en eau, ni les autorités, encore moins les contribuables, n'échapperont aux retombées négatives. La cohésion sociale même, ça risque de jouer beaucoup sur ça dans le futur si on ne prend pas garde. Si l'eau n'est pas de bonne qualité, donc ils doivent traiter encore, donc ça amène beaucoup de dépenses pour la production. Cependant, nous ne sommes pas au bout des surprises. D'ores et déjà, le fleuve perd en débit pendant les grandes sécheresses. Une bonne partie de cette étendue d'eau s'évapore, conséquence du réchauffement climatique. Les actions anthropiques, elles, contribuent au rétrécissement des cours d'eau. Aujourd'hui, l'activité principale incriminée est l'orpaillage par dragage. En réalité, c'est surtout au niveau de Banankoro, parce que ça c'est l'entrée du Niger. Il y a les Sangarani aussi, au niveau de Sélingué. Prenez la route Bamako-Sikasso, sur le pont de la Bagoé, c'est la même chose. Allez-y sur le bras principal du fleuve Sénégal, qui est la Falémé, qui sert de frontière entre le Mali et le Sénégal. C'est la même situation, c'est le dragage. À la longue, aucune activité n'est possible encore dans la zone. On ne peut pas faire de maraîchage, il n'y a plus de poissons et ça joue beaucoup sur la population. Et pourtant, les textes sont clairs. Quand on prend le nouveau code minier, à son article 62, l'alinéa 2, il est dit que toute exploitation de substances minérales sous régime des mines dans les lits des cours d'eau, par dragage ou par autre méthode, est interdite. Donc l'activité est formellement interdite. Chaque acteur, à son niveau, essaye d'y remédier, chose qui n'est pas aisée quand l'activité est illégale. Par rapport maintenant à l'orpaillage, bon, souvent il faut faire le distinguo aussi, parce qu'il y a l'orpaillage traditionnel qui a toujours, depuis les temps immémoriaux au Mali, a toujours existé. Mais actuellement, il y a aussi ce qui est préoccupant, ça c'est le dragage le long des cours d'eau, qui n'est pas une activité formelle. Si c'est tel est le cas, donc vous conviendrez avec moi, c'est difficile de dire on va les appliquer la loi parce qu'il faut que ça soit autorisé d'abord pour les appliquer. Nous faisons tout le temps des missions de sortie. Tous ceux qui sont là-bas sur le fleuve en train de mener ces activités, les matériels sont saisis et confisqués. Et maintenant, par rapport au fleuve, il y a des actions qui sont menées, notamment la protection des berges. Que ce soit des actions biologiques, des actions mécaniques renforcées par des actions biologiques, nous menons ces activités. Tantôt, je parlais aussi du dragage, c'est-à-dire l'extraction de sable au niveau des points critiques. Nos activités se mènent à l'endroit aussi bien des usagers que des décideurs. Parce que vous savez que très souvent, les usagers peuvent ne pas savoir la finalité de leurs impacts sur les ressources. En termes de solutions adéquates à la préservation des ressources en eau, la sensibilisation a déjà montré ses limites. Au-delà des séances de sensibilisation et autres, il faut aller à l'application des textes. Il faut prendre les taureaux par les cornes, réglementer cette activité et utiliser certainement de nouvelles techniques aussi pour la séparation de l'or et du minerai, autre que l'utilisation de ces produits toxiques. Jusqu'ici, depuis Bamako jusqu'à l'amont, jusqu'à nos frontières, sur tous les cours d'eau. Si vous voyez souvent même les dégâts au niveau de ces endroits, vous pourriez même pleurer, je peux vous rassurer. Il y a des images. Si cette eau arrivait à disparaître, donc les ressources souterraines aujourd'hui mobilisées ne permettent pas vraiment de faire cette compensation. C'est vraiment pas possible. Un tableau sombre et désolant. D'où peut alors venir l'espoir? Qui pour sécher les larmes de détresse du fleuve Niger? N'est-il pas temps
pour chaque acteur et usager de prendre ses responsabilités pour sauver ce qui reste de la principale ressource en eau du Mali. Changeons de comportement pour sauver nos fleuves, donc nos vies. La Fondation Bank of Africa, en collaboration avec l'entreprise médicale l'APR, effectue une campagne de consultation ophtalmologie pour lutter contre les maladies de la vue au groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou. Cette initiative entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de la banque. C'est pourquoi elle s'est fixé un objectif: consulter 2000 élèves en 5 jours. Le point avec Daouda Koné. Assetou Dambélé, élève de la 9e année A3 du groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou, a bénéficié de l'expertise des ophtalmologues en poste dans son école. Je pense que c'est bien pour tous. Et j'ai mal aux yeux. C'est cela qui m'a motivé à participer à cet événement. Ils peuvent nous aider à bien voir au tableau en nous donnant des lunettes et nous faire savoir qu'on n'a rien à craindre. Au total, 2000 élèves auront la chance de voir quels troubles visuels ils souffrent, et cela pendant 5 jours. Nous espérons qu'il y ait le moins de cas possible, mais au cas où il y a des cas, la Bank of Africa contribuera à mettre à la disposition de ces enfants des lunettes, ce qui va permettre de lutter contre les difficultés d'apprentissage et améliorer les performances au niveau des enfants. Lorsque nous avons été approchés par la Fondation BOA pour participer à cet événement, nous avons immédiatement vu une opportunité de changer de vie. Les enfants qui sont dans cette école, tester la vie de plus de 2000 enfants, leur offrir des lunettes, leur offrir des verres correcteurs, c'est plus qu'un simple geste. La responsabilité sociale de l'entreprise qui demande, et une fois que tu t'installes dans une collectivité, vous avez l'obligation de vous investir dans les social. Et ça, c'est un cas des social, les social, et même l'économie. De l'économie, il y a même l'environnement. Cette activité appelée Belle Vision intervient après celle du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Les défis et perspectives du marketing territorial en tant que levier du développement local, c'est le thème de la 8e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive l'Esprit. La présente est parrainée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'événement est marqué par 4 panels, nous dit Bemba Sibi. Marketing territorial, levier du développement local, défis et perspectives, c'est sous ce thème que se tient les 3 jours d'activité de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication dénommé Hardwick. Ce choix se justifie par la diversité de la richesse dont disposent nos territoires. Cette Hardwick se veut une terre fertile d'intellection où nous allons réfléchir, partager et surtout convaincre. À l'issue, l'objectif est d'être force de proposition et d'orienter les esprits vers les merveilles que nous possédons. 4 thèmes vont ainsi être développés par d'éminents panélistes pour cerner les contours du marketing territorial. Ce cadre d'interaction entre académiciens, praticiens et apprenants participe de la volonté de l'Institut de contribuer au développement national, ceci à travers la réflexion scientifique et culturelle, en plus de sa mission de formation des élites de demain. Esprit organise depuis 2015 des forums, des activités scientifiques, culturelles et sportives pour tenter de relever les défis complexes de notre société en offrant aux organisations publiques et privées des hard workers passionnés de challenges et de défis avec un goût particulier pour l'éveil et la curiosité intellectuelle. L'Esprit œuvre pour contribuer au développement socio-économique du pays, l'essence même de notre engagement à Esprit. Il n'y a pas de décentralisation en dehors du marketing territorial, parce que le principe même de la décentralisation est basé sur l'existence d'affaires locales, sur l'existence d'un potentiel local, mais bien sûr dans un espace territorial qui est lié par des réalités économiques, sociales, culturelles.
Le directeur général des collectivités territoriales, dans sa leçon inaugurale, a également défini les facteurs d'attractivité que sont les ressources humaines et financières qui vont permettre de mettre en valeur les potentialités des territoires. La 8e édition de la Art Week, en plus des panels, est marquée aussi par des défilés de mode, des prestations chorégraphiques et musicales, une foire et un match de football. English Patrice Club est une association non lucrative dédiée à l'apprentissage de la langue anglaise au Mali. Elle a organisé samedi à Bamako sa traditionnelle journée culturelle à la faculté des sciences techniques. Le thème retenu cette année est la protection pour un monde durable, l'engagement des communautés et institutions dans la protection de l'environnement. Reportage signé Dossé Baba Diarra. Since its establishment in December 2013. L'anglais est la première langue parlée dans le monde entier après le mandarin. Peut-on d'ailleurs dire que c'est la clé qui ouvre presque toutes les portes d'accès au monde. C'est pourquoi le club dédié à l'apprentissage gratuit et la pratique de cette langue au Mali œuvre tous les ans pour la réussite de sa mission, d'où la nécessité d'organiser une journée culturelle afin d'initier des thèmes et prodiguer des conseils aux apprenants. Et puis ici c'est English Practice Club, c'est un club d'anglais. Nous organisons des sessions hebdomadaires chaque samedi de 10h à 13h. Donc les sessions se font en anglais. Donc chaque samedi, nous invitons les étudiants ou bien les amoureux de la langue anglaise à pratiquer leur langue et c'est gratuitement. Le thème retenu cette année est la protection pour un monde durable, l'engagement des communautés et institutions dans la protection de l'environnement. Un choix qui n'a pas laissé indifférent les parrains de la cérémonie, qui lui-même œuvre dans une association pour la défense de l'environnement. Le défi environnemental, c'est une question primordiale. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de rencontres internationales sur le changement climatique. Chez nous, nous ne changeons pas nos comportements. Il est difficile d'avoir un environnement sain et propre. Donc c'est un défi que tout le monde doit relever. J'invite d'abord mes collègues enseignants à ne pas se limiter seulement à l'enseignement de la langue anglaise, mais à parler aussi de certaines choses concernant la société comme la protection de l'environnement qui est très important, et aussi aux élèves aussi à s'intéresser à la protection de l'environnement qui va sauver vraiment ce changement climatique-là. Au programme de cette journée culturelle, des panels de discussion, des prestations de slam et des sketchs. Et cela dans le but de constater le niveau des apprenants et inciter plus de monde à s'intéresser à la langue anglaise. We have 19 English clubs. Voilà, un reportage signé de Sebaba Diarra. Ils sont 9 jeunes venus des régions et du district de Bamako à être retenus pour la première édition du projet Orange Musique Talent. Durant 4 semaines, ces artistes en herbe ont bénéficié d'une formation notamment sur la musique et la présence scénique. À l'issue de la dite formation, les jeunes artistes ont composé une chanson intitulée Anka Mali, notre Mali, pour rendre hommage au Mali. Cette initiative du réseau Orange Mali vise à promouvoir la musique malienne dans toute sa diversité. Les détails, c'est avec Bokari Koulibaly. Ils sont jeunes, ambitieux, talentueux et ont un dénominateur commun, l'amour du Mali. Un amour démontré à travers la chanson Anka Mali, une chanson dédiée à notre pays. Cette dédicace est le fruit du projet Orange Musique Talent. En soutenant les artistes locaux, Orange contribue à la dynamisation de la scène musicale malienne, encourageant la créativité et offrant des opportunités aux jeunes talents de se faire connaître. De plus, cet engagement montre qu'Orange, au-delà de sa vocation première, met au cœur de sa stratégie les besoins essentiels des populations et le développement socio-culturel des communautés. Sélectionnés à la suite d'un appel à candidature, ces jeunes ont été coachés durant 1 mois par des mastodontes de la musique malienne. Pendant ces 4 semaines, les talents ont appris toutes les techniques liées à la musique, en termes de voix, de la présence scénique et d'accords musicaux. Cette caravane sera un symbole de partage et d'unité, mettant en avant la diversité et la vitalité de notre cher Maliba.
Je tiens à saluer Orange Mali pour cet engagement fort en faveur de la culture et de la jeunesse. Notre ambition pour Orange Music Talent, c'est vraiment pour sortir de cette première édition, d'avoir une nouvelle génération d'artistes maliens complets, qui ont eu la chance de pouvoir bénéficier de tout le savoir des grands artistes et maestros de la musique malienne dans notre Doni Blon, créé dans le cadre de ce projet. Chants et danses ont mis fin à cet événement. Avec un regard admiratif, les quelques sommités présentes sortent rassurés d'une chose, la relève est valablement assurée. Mahamadou Sadiko Diawara est le nouveau président de la communauté malienne résidant dans la ville de Moanda au Gabon. Il a prêté serment devant cette communauté et les autorités locales. Mahamadou Sadiko Diawara s'engage à restaurer la paix et la cohésion. Par ailleurs, l'ambassadrice du Mali au Gabon, Nina Wallet Intalou, a appelé les Maliens établis au Gabon au respect strict des lois et règlements du pays d'accueil. Commentaire signé Adam Maïga. C'est devant ses compatriotes et les autorités locales que le nouveau président des Maliens de Moanda au Gabon, Mahamadou Sadiko Diawara, a été investi. Il s'engage à instaurer un climat de paix et de cohésion sociale au sein de la communauté. Je donne l'assurance de ma disponibilité et celle de mon équipe pour toute suggestion et orientation, car c'est uni qu'on est fort. Quant à l'ambassadrice du Mali au Gabon, elle appelle les Maliens au respect strict des lois et règlements du pays d'accueil. De respecter les lois du pays dans lequel ils sont, qui est le Gabon, qui est un pays frère. Donc il est très important de respecter ces lois. Selon l'ambassadrice du Mali au Gabon, Mme Nina Wallet Intalou, une commission bilatérale est mise en place pour la bonne collaboration entre le Mali et le Gabon. Parlons à présent de l'islam. Kirané a désormais sa mosquée New Look. L'inauguration officielle de la dite mosquée s'est déroulée dans une ferveur avec les fidèles musulmans. Ce projet porté par les associations de développement de Kirané a bénéficié du soutien des autorités locales. Donateur Mohamed Sangaré pour le commentaire. À Kirané, l'émotion et la ferveur sont palpables. Après plusieurs mois de travaux, la mosquée ouvre enfin ses portes aux fidèles. C'est un moment historique pour la communauté, soulignant l'esprit de fraternité et de paix qui prévaut à Kirané. La construction de cette mosquée illustre l'engagement envers le vivre ensemble et laisse entrevoir un avenir promoteur pour d'autres projets de développement. Le coût du projet, on peut l'estimer, d'après l'architecte qui a été en charge même de la construction de la mosquée, on peut l'estimer à 280 millions francs CFA. Alors elle peut contenir 960 personnes au rez-de-chaussée en bas et 960 personnes. Une infrastructure très rare dans cette région. Ça va être aussi un lieu non seulement pour les prières, mais aussi pour avoir des enseignements religieux. La mosquée de Kirané, plus étendue et plus équipée, est conçue pour allier tradition et modernité. Son architecture respecte les principes islamiques tout en répondant aux besoins des fidèles. C'est un bâtiment R+1. Le dernier en haut, c'est juste une salle technique, vu qu'on a essayé de moderniser un peu avec les batteries lithium qu'on a ramenées depuis Bamako. Et l'installation est faite à partir du solaire complètement. Construire une mosquée en étage, c'est la première à Kanyaga. Ce projet a également reçu le soutien des autorités locales et religieuses, qui saluent d'ailleurs cette réalisation comme un atout pour le bien-être spirituel des habitants de Kirané. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À 20h, Khadija Toukone sera là, Inch'Allah, pour la grande édition d'histoire. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.